Alors moi je vais être très bref, simplement je vous présente un petit peu le contexte. Donc au Maroc, pays musulman, quasiment à 100%, vous avez plusieurs associations islamistes, dont deux qui sont, dont on parle fréquemment. L'une c'est le PJD, le PJD étant un petit peu l'émanation politique de cette association. Le PJD fait partie de la mouvance gouvernementale. Ils n'ont pas de ministre au gouvernement, mais ils appuient au Parlement ce gouvernement, tout en étant critiques sur certains points, et en particulier, donc je vous disais hier soir qu'aujourd'hui à Casablanca a lieu une manifestation contre la venue de chefs d'entreprise israéliens. Cette manifestation donc se fait à l'appel du PJD. Et à côté du PJD, vous avez donc l'association donc Justice et Spiritualité, qui elle n'est pas un parti politique. Pourquoi? Elle n'a pas l'autorisation de se constituer en parti politique. Donc c'est une association caritative. Alors on a beaucoup parlé du père de Nadia Yassine, Cheikh Yassine, parce qu'il a eu beaucoup de déboires du temps de Hassan II. Il a fait de la prison et il a été assigné à résidence pendant plus de 10 ans. Alors, dans la presse étrangère, on a beaucoup parlé de lui il y a quelques mois, lorsque donc Cheikh Yassine a publié un mémorandum qui était intitulé « Acquis de droit ». Donc, il était destiné au jeune roi, au nouveau roi Mohamed VI. Et dans ce mémorandum, donc Cheikh Yassine, après avoir tressé les couronnes au nouveau roi, lui disait « Écoutez, Majesté, il y aurait une chose qui s'impose, ce serait de rapatrier la fortune de votre père. Si vous faisiez ça, vous rentreriez la tête haute dans l'histoire avec un grand H et vous soulageriez les misères du peuple. » Là, je vous résume très brièvement un mémorandum qui fait une bonne vingtaine de pages. Ça a créé beaucoup d'émoi ici au Maroc. Le mémorandum qui avait été diffusé via Internet dans tout le pays a circulé, des journaux en ont parlé. Ça a valu pas mal d'ennuis à ceux qui distribuaient le mémorandum d'ailleurs, puisque certains d'entre eux ont été emprisonnés, des journaux ont été aussi saisis. Toujours est-il que ça a créé un grand débat. Alors je ne sais pas si le jeune roi a suivi le conseil que lui donnait Yassine, mais toujours est-il que, à la surprise générale, quelque temps après, la levée et l'assignation de Cheikh Yassine a été levée. Donc aujourd'hui, il est, malgré toutes ces critiques, il est libre de ses mouvements, étant entendu quand même que dès lors qu'il se déplace, il est surveillé de très près par la police du ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, donc l'association, mais Nadia vous en parlera plus longuement, n'est pas vraiment libre de ses mouvements, et en particulier, il y a eu des déboires cet été, puisque traditionnellement, donc l'association organisait des espèces de colonies de vacances sur les plages marocaines, sur certaines d'entre elles, dans lesquelles donc venaient les Marocains qui le souhaitaient. C'était pour eux l'occasion de passer quelques jours de vacances à un coût très modique. Et l'année dernière, donc, ces colonies de vacances avaient eu beaucoup de succès. Il y avait des centaines de milliers de Marocains qui en avaient bénéficié. Et ça a fait une peur au pouvoir, de sorte que l'été dernier, elles ont été interdites. Et donc depuis, on vit dans ce contexte. Officiellement, donc l'association est libre de ses mouvements, mais en pratique, donc, ils sont surveillés de très près. Et on arrête des militants, on empêche certaines manifestations culturelles et autres. Donc on joue un petit peu au chat et à la souris. Alors Nadia Yassine est officiellement la porte-parole de son association. Officieusement. C'est elle que tous les journalistes étrangers viennent voir lorsqu'ils vont faire un reportage au Maroc et qui veulent parler un petit peu de l'islam. Et là, elle parle un excellent français, vous allez voir, puisqu'elle est passée par le lycée français de Rabat. Elle prépare un ouvrage actuellement qui va s'intituler « Toute voile dehors », donc sur la condition de la femme dans les pays musulmans. Et elle va d'abord vous faire un petit exposé sur l'association. Et ensuite, elle répondra à toutes vos questions, donc aussi bien le statut de la femme, la place de l'islam, que le changement au Maroc, changement avec entre guillemets. Enfin, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez, elle y répondra avec beaucoup de plaisir, je pense. Donc, je lui cède la parole. Merci, Monsieur Dupont. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, au nom de notre association, je remercie le journal Le Monde
en la personne de M. Tuqua, même sachant qu'il n'est pas très recommandé par les temps qui courent de recevoir les éloges publics de la part des islamistes. Je tiens également à vous exprimer, mesdames et messieurs, l'extrême satisfaction que nous avons de vous recevoir. M. Tuqua m'avait assuré que vous étiez posé et disposé au dialogue. Je trouve que vous êtes en plus de cela courageux. Il faut un certain courage, voire un courage certain, pour venir visiter le fauve dans son antre. Je soupçonne toutefois une assistance aussi distinguée que celle que vous constituez, de ne pas courir après le plaisir morbide de fréquenter les épouvantails. Je suis plutôt convaincue que les têtes bien faites, en plus d'être bien pleines, se font un devoir de ne pas céder à la diversion du fait divers et cherchent à approfondir et à polir leurs approches. Le regretté Hubert Beuve-Méry, fondateur de votre source d'information préférée, disait « Le journalisme, c'est le contact et la distance. Le contact est établi. Il faudra choisir la bonne distance. La meilleure est celle qui offre la possibilité de rester objectif. Quand distance est synonyme d'hostilité et de rejet, elle provoque une cécité fatale pour le dialogue et la communication. Chère assistance, nous comprenons que si vous êtes là, c'est que vous désirez aller au-delà de l'image pressée et pressurée collée à l'éveil de l'islam et au-delà aussi des polémiques superficielles et passionnelles qui concernent ce sujet. Nous sommes condamnés tous autant que nous sommes sur la même galère qui est devenue notre monde quadrillé. Le dialogue devient impératif. Ni l'entretien orchestré de la peur dans le nord, ni celui de la hargne dans le sud n'aideront l'humanité à recouvrer ses esprits. La bonne volonté et l'initiative téméraire qui ne manquent pas de se manifester partout dans le globe, sur le globe, comme vous l'aurez remarqué, pourraient arrêter la sarabande endiablée de la méga-machine. L'Occident et l'islam trouveront des points d'entente parce qu'ils n'ont plus le choix. Il faudra auparavant se débarrasser de part et d'autre de ces intégrismes réducteurs, de ces prismes déformants. Là où il y a le plus d'intégrisme n'est pas forcément le monde islamique. Là où il y a le plus d'a priorisme et de prismes déformants n'est pas forcément l'Occident. Il ne s'agit plus de se juger, il s'agit de se jauger à sa juste valeur et de trouver des terrains d'entente. Je conçois la prétention odieuse que peut avoir un tel discours aux oreilles d'un système surarmé, surproductif, surinformé, sûr de lui. Un pot de terre ne se mesure pas à un pot de fer. Le destin du pot de Perrette l'attend inéluctablement. Nous prétendons quand même pouvoir donner beaucoup encore à l'humanité, car l'islam, pour nous, est avant tout un message fécondateur et non un pouvoir belliqueux et conquérant. Notre but n'est pas l'affrontement, mais l'invitation à un nouveau monde. Un monde où l'amour sera roi, où l'équité sera loi, et où nous serions plus humains. L'islam ne s'est jamais opposé. L'islam a toujours proposé, et c'est les hommes qui ont disposé. Cependant, nous sommes conscients qu'il lui faut retrouver à cet islam un minimum de dignité, un minimum de crédibilité sur l'échiquier international. Notre militantisme trouve son explication dans cette perspective. Nous militons pour laver le visage souillé de l'islam. Mesdames et messieurs, l'islam pour nous est une ambroisie, une nourriture de l'âme, une eau vive dont le monde musulman dégoûte tout amateur en la servant dans des récipients abjects. Nous comptons redorer le blason de l'islam dans la non-violence et la persuasion, afin de le présenter comme il se doit. En l'occurrence, comme le dernier message, la dernière chance que Dieu offre à l'homme pour le connaître, comme la dernière incitation
à l'équité sociale et à une société de confiance. L'islam, donc, est le message ultime venu reprendre et rappeler celui transmis par les grands prophètes, Abraham, Moïse et Jésus. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu veut dire avant tout la fin des tyrannies, le début de la liberté avec un grand L. Dans un temps mondial où les philosophes constatent la fin des certitudes, là est notre certitude. Dans un temps mondial où les sages fustigent le monde désenchanté, là est notre enchantement et notre seule réalité. Notre passage sur cette planète est loin d'être un accident biologique. Nous sommes là afin de faire acte d'humilité devant notre Créateur, dans la compassion et dans l'effort continu contre les forces du mal, à commencer par celles qui habitent nos cœurs. Messianisme, diront certains, fanatisme, diront d'autres. Qu'à cela ne tienne, nous avons l'habitude des étiquettes, particulièrement celles en isme. Mesdames et messieurs, mes envolées lyriques, ou mon prêche, direz-vous, ne nous empêcheront pas de débattre de questions plus pressantes. Et je reprends pied afin de laisser libre cours à celle-ci. Merci de votre attention. Bon, là, après cette introduction donc, de 7 minutes, très bien. Je crois que le mieux, c'est effectivement qu'on passe tout de suite aux questions. Donc, questions surtout sur l'islam, le statut des femmes, le régime, la monarchie, enfin, tout ce que vous souhaitez. Donc, monsieur, vous avez levé la main. Alors, on fait question-réponse. On va faire question-réponse, oui. Oui, oui. Oui, j'avais assisté à une conférence sur l'islam au Maroc, c'était en novembre dernier à Casablanca, et l'universitaire qui faisait cette conférence a dit une chose qui m'a surtout frappé, c'est que c'était essentiellement un mouvement intellectuel, un mouvement d'intellectuels, et que c'était dans les universités que l'on rencontrait surtout les islamistes. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Moi, je pense qu'il faut éviter de serrer, si vous voulez, les gens qui appartiennent à l'islamisme. En tout cas, ce que vous dites là contredit clairement la thèse qui officiellement circule, comme quoi l'islamisme c'est un ramassis de gens pauvres, frustrés, c'est, si vous voulez, l'apologie de la frustration. Moi je dirais que le mouvement islamiste, dans le mouvement islamiste, il y a un peu de tout cela. C'est sûr que il y a des intellectuels, c'est sûr aussi qu'il y a beaucoup de gens du peuple, parce qu'en fait ce que je voudrais souligner, que ça se passe pas au niveau de la tête, ni au niveau du ventre, parce qu'il y a des gens qui disent bon, alors c'est les intellectuels qui veulent je ne sais pas quoi. Moi je crois qu'il faut tenir compte d'une soif de la spiritualité qui existe et chez l'intellectuel et chez l'homme du peuple qui souffre de pauvreté, qui souffre d'indigence et de... ceci étant dit, franchement, moi j'aimerais avant que d'avancer dans le dialogue, j'aimerais beaucoup qu'on s'arrête au concept. Moi, en fait, il y a beaucoup trop de clichés qui circulent sur l'islamisme, et il faut savoir de quoi on parle. Parce que, en général, quand on dit islamisme, qu'est-ce que c'est la conception qu'on a enfin, qu'est-ce que c'est le concept dans notre vision du monde qui est, qu'on le veuille ou pas, forgée par les médias? Et je suis pas en train d'insulter les médias, c'est vraiment une constatation de fait. C'est normal, c'est normal. Les médias, c'est le fait à court terme. Dans le meilleur des cas, c'est le moyen terme. Et donc, il y a quand même une image qui est un peu superficielle des concepts. L'islamisme, donc, pour l'individu moyen qui s'intéresse à l'affaire, c'est l'histoire d'une
d'un mouvement venu de nulle part, une sorte d'ovni qui squatte les sociétés musulmanes. Or, ce n'est pas le cas. Pour moi, l'islamisme, en fait, c'est une récurrence dans l'histoire des musulmans et qui dure depuis, en fait, 14 siècles. C'est un mouvement de société qui apparaît avec récurrence dans une histoire vieille et séculaire, si vous voulez, et c'est un mouvement qui appartient au plus profond de la société musulmane et qui en fait est défendu par plusieurs catégories d'individus appartenant à cette société, que ce soit des intellectuels ou autre chose. Voilà, merci de nous recevoir. Merci à vous. J'ai deux questions. La première concerne le statut de la femme. Je souhaitais savoir, il y a eu des manifestations en faveur d'une évolution de ce statut, contre. Quelle est votre position? Je souhaitais aussi savoir quel est le rôle politique ou social que votre organisation, que votre association, que votre père souhaite jouer sur la scène politique marocaine. Merci. Alors, le statut de la femme, c'est le cheval de bataille préféré des campagnes anti-islamistes. Et c'est vrai qu'il y a un certain manichéisme qui a accompagné, si vous voulez, cette histoire de marche et de plan d'intégration, etc., et qui fait que de nous, des gens réactionnaires, rétrogrades, qui sommes contre les droits de la femme, mais c'est inconcevable. Je ne peux pas, en tant que femme, marcher à Casablanca le 12 mars pour dire enlevez-moi mes droits. Mais c'est inconcevable. C'est beaucoup plus nuancé que ça, c'est beaucoup plus profond que cela. Le débat va beaucoup plus loin que cela. Et je dirais que pour moi, la femme dans l'islam, le vrai statut de la femme, je milite pour qu'on le retrouve. J'estime que Mohammed, notre prophète, a été l'un des plus grands féministes de toute l'histoire de l'humanité et que c'est quelqu'un qui a promu le statut de la femme à un stade inimaginable et inouï pour l'humanité en ce temps-là et même en ces temps modernes, et que c'était vraiment une révolution qui s'est passée lorsque Mohammed a introduit la femme au cœur même du monde musulman. Quand je dis le cœur du monde musulman, je parle de la mosquée. Ça peut paraître anodin, parce que dans notre imaginaire, ou plutôt notre conception du monde musulman, la mosquée, c'est un lieu de culte. Non, au temps du prophète, c'était là où se prenaient les grandes décisions politiques, les grandes décisions économiques, les grandes options sociales, et la femme a été introduite par la grande porte dans l'ère, si vous voulez, de la décision politique, sociale, économique, et tout cela est imbriqué en islam, comme vous le savez. Nous n'avons pas de la conception platonique de la matière et de l'esprit, de la dichotomie entre la matière et l'esprit. Et donc, pour moi, c'est énorme. Et puis, un bon moment, c'est comme ça que je peux vous expliquer notre militantisme. Il faut le relier à une rupture qui s'est passée en fait au niveau du pouvoir politique. Cette expérience extraordinaire qui a fait que la femme a été complètement libérée, elle a été promue au statut d'une partenaire de l'homme au sein d'une société de confiance, elle a été confisquée par le pouvoir despotique. Et c'est pour ça que nous sommes en train de militer, de lutter contre ce pouvoir despotique qui existe encore jusqu'à nos jours. Cette expérience merveilleuse a été tuée dans l'œuf. Et moi, si je milite en tant que femme dans un mouvement islamiste, c'est en fait pour recouvrer mes droits et ces grands droits que le prophète m'a donnés. Et je ne peux pas en même temps marcher à Casa et dire non, la femme n'a aucun droit. Non, notre marche à Casa signifiait toute autre chose. C'était une gifle politique que nous voulions donner à notre élite occidentalisée. Nous voulions lui dire qu'elle s'inscrivait, mais vraiment à l'encontre, elle allait à l'encontre de la réalité d'abord du peuple, des désirs du peuple, de notre culture profonde, en voulant importer un modèle qui n'est pas le nôtre, qui ne répond pas à notre culture. Et en fait, c'était ça, moi, c'était pour ça que je marchais à Casablanca, et non pas pour dire que la femme n'a aucun droit.
Alors si nous voulons détailler un peu ce fameux plan d'intégration, moi je trouve que c'est une mystification énorme. C'est énorme cette mystification de dire lutter contre l'analphabétisme. Qu'est-ce que cela veut dire dans un pays sous-développé où le taux d'analphabétisme est énorme? Ça veut dire nous vous fixons un seuil, vous aurez le droit juste de connaître l'alphabet, et ainsi on pourra déchiffrer, si vous voulez, les ultimatums venus d'ailleurs et d'ici. De toute façon, c'est les élites occidentalisées, c'est la prolongation, si vous voulez, du colonialisme et du néocolonialisme. Et quand j'utilise ces concepts, mesdames et messieurs, n'y voyez pas une agression, c'est objectif. C'est comme ça, c'est l'histoire, il faut s'y faire. Mais le colonialisme est bien là. Et tant que nous ne considérerons pas la chose avec sérénité, nous risquons d'aller loin dans le quiproquo. Et donc, on voulait dire à cette élite, arrêtez de mentir au peuple. Le peuple ne veut pas de vos solutions toutes faites, ne veut pas de votre lutte contre l'analphabétisme. Moi, j'ai marché, si vous voulez, à Casa, pour dire que la femme n'a pas seulement le droit à être alphabétisée, elle doit être cultivée. Nous avons le droit d'aller jusqu'à l'université. Nous avons le droit d'accéder au vrai savoir et non pas d'accéder à un petit savoir distribué au compte-gouttes pour la petite femme sous-développée. Puis en plus de ça, mesdames et messieurs, vous me concéderez quand même que la Banque mondiale, c'est pas Mère Teresa. C'est pas Mère Teresa. Et bien c'est incompatible, l'action caritative. Oui, c'est vrai qu'elle est en train de faire sa révolution culturelle. Il paraît que la Banque mondiale est en train de faire sa petite révolution culturelle, mais jusqu'à présent, c'est ajustement structurel et puis le GATT, je ne sais pas quoi, je ne suis pas une économiste, je ne domine pas très bien ces concepts, mais disons que grosso modo, tout ce qu'elle a entrepris envers les pays en voie de, je dirais, de sous-développement, c'est catastrophique. Alors, il y a 10 ans de cela, la Banque mondiale nous a massacré carrément vous me passerez le terme argotique, en foutant en l'air notre enseignement, en foutant en l'air la politique de la santé publique, et puis 10 ans après, elle vient, première page du plan d'intégration, je ne sais pas si vous l'avez eu, bon, vous n'êtes pas censé l'avoir lu, mais disons que moi je m'y suis intéressée. Vous avez marché, vous l'avez bien dit, en fait, c'était pour démontrer que vous étiez contre des choses qui vont bien au-delà, en fait, de ce plan d'intégration. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour la position de la femme? Qu'est-ce que vous souhaitez adapter à ce plan? Qu'est-ce que vous prenez de positif dans ce plan? Qu'est-ce que vous rejetez concrètement? Oui. On peut de toute façon lier cette précision à la deuxième question. Parce que en fait, nous sommes perçus d'abord comme un mouvement politique, et c'est normal. C'est normal, parce que quand on peut mobiliser comme ça des masses en 72 heures, avoir des milliers de militants dans la rue, c'est normal qu'on soit perçu d'abord comme un mouvement politique pur. Or pour nous, l'action politique n'est qu'un corollaire de notre vraie action qui est en fait un mouvement de société. Nous sommes d'abord un mouvement de société. Alors, quand on est un mouvement de société, on ne peut pas descendre, pas descendre, mais disons nous attaquer à des petits détails. Parce que pour le faire, il faut d'abord avoir accès à une certaine, une possibilité, avoir la possibilité de proposer des programmes politiques. Or, nous ne sommes pas en mesure, ni objectivement, ni dans le contexte politique objectif, ni dans notre, dans notre façon de voir les choses, nous ne sommes pas disposés à proposer des programmes politiques. Nous sommes plutôt pour un projet de société.
Et un projet de société ne peut pas se réduire à un point de vue concernant le plan d'intégration, concernant le machin, concernant... Parce que je vais vous dire une chose, il ne faut pas faire d'amalgame, nous ne sommes pas dans une démocratie à l'occidentale, nous sommes dans une, ce qu'appellerait ce qu'appelle le politologue Recep Salama, dans une néopatriarchie. La néopatriarchie, on n'a rien à proposer. C'est le paternalisme de l'État, nous n'avons pas de force politique, nous n'avons de force, c'est-à-dire multiple, nous n'avons qu'une seule source de décision, c'est le pouvoir central, c'est le Makhzen. Alors proposer, ça servira à quoi? Ça sera de la gesticulation politique qui ne servira absolument à rien. Moi, je pense qu'il faut s'attaquer aux racines. Et s'attaquer aux racines, on peut le faire dans la non-violence, et nous l'avons prouvé, c'est d'abord toucher le Marocain en tant qu'individu, en tant que conscience politique, et c'est ce que nous essayons de faire. Nous sommes un mouvement social, nous essayons de ramasser, si vous voulez, notre identité éclatée, parce que pourquoi l'autocratie et l'autoritarisme a duré aussi longtemps dans nos pays musulmans, c'est parce qu'il a réussi à fragmenter notre conscience politique. Et ce que nous faisons là, c'est d'abord, c'est notre priorité, si vous voulez, c'est avoir accès à une certaine visibilité politique, c'est sûr, mais le plus important, c'est le travail de fond que nous faisons, le travail de terrain quotidien. C'est un travail de fourmi, c'est vrai, mais sans ce travail, il n'y aura aucun changement possible dans nos États complètement quadrillés, bouclés par une mentalité despotique, pas une mentalité, une réalité despotique énorme. Et donc c'est ça notre... Oui, arrêtez-moi. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de mains qui se lèvent. Oui. Ce qu'on aimerait savoir aujourd'hui, quel est votre projet pour faire évoluer le statut actuel de la femme musulmane, aussi bien au Maroc qu'ailleurs. Et là, moi, je serais très contente de savoir votre point de vue, parce que vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, le statut de la femme musulmane est normal. Il n'est pas normal, il est catastrophique. Mais sincèrement, j'ai eu un contact poussé avec l'islam, avec la loi islamique, avec la fameuse charia. Je sais que rien qu'à ce mot, les cheveux se dressent, parce que la charia, c'est les mains qui sautent, c'est les têtes coupées, c'est l'Arabie saoudite, je suis désolée, pour moi, là, oui, c'est vrai. Bon. C'est vrai, mais quand on pioche un peu, quand on pioche sérieusement dans notre patrimoine culturel, pour moi, la charia, je l'ai fréquentée quand j'étais très jeune, grâce à mon père qui m'a guidée dans mes lectures. Et pour moi, la charia est une source d'abord de droit, de liberté, et ensuite d'organisation de la société. Il faut bien, parce qu'écoutez, on n'est pas on n'est pas encore au paradis, il faut bien des lois, et chaque société a trouvé le moyen de gérer ses différences, de gérer ses conflits, parce qu'une société, en fait, c'est d'abord une gestion posée, une gestion, je dirais, négociée des libertés multiples. Mais pour moi, la charia, c'est pas du tout le répertoire des châtiments qu'on essaye Et si je milite aujourd'hui, c'est d'abord pour apprendre à notre peuple qui est non seulement analphabète, mais alors là complètement assujetti à une image négative de lui-même, quoi, de son histoire. Je dirais qu'il n'a même pas d'image claire de ce qu'était son histoire. Et nous essayons dans notre action militante d'apprendre à nos militants ce qu'était la vraie charia. Nous essayons de leur dire qu'en fait, les écoles jurisprudentielles, il est possible de les dépasser. Et je vous assure
qu'il ne faut pas toucher aux écoles jurisprudentielles. Si vous voulez, c'est une sphère sacro-sainte dans le monde musulman, et c'est pas facile de dire, moi l'imam Malik, il est super, il est très bien, il a fait un travail énorme, et nous le respectons pour cela, mais je ne vois pas pourquoi l'imam Malik aurait le droit de faire de l'ijtihad, et pas nous. C'est ce que nous essayons d'apprendre à nos militants. Mais écoutez, madame, après 14 siècles de décadence, on n'a pas la baguette magique. Il faut une éducation à long terme. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, pour la Révolution française qui militait pour la laïcité. Ça a commencé en 1789. Ça a commencé en 1789, mais en fait, la bataille, je dirais qu'elle n'est même pas encore gagnée à 100%, je ne sais plus qui disait parmi les intellectuels français, là la laïcité est une valeur qui est acceptée, mais elle est toujours encore discutée, quoi. Ce n'est qu'en 1905 qu'on a réussi à promouvoir un discours qui se tient à propos de la laïcité, et je dirais qu'il faut du temps au temps. Et un mouvement social ne peut pas miser sur le court terme, il faut 14 siècles de décadence, il faut au moins nous donner un peu de temps pour souffler, parce que nous pensons que la véritable révolution, c'est la révolution dans les mentalités. Et c'est pour ça que nous avons opté pour la non-violence et pour l'éducation. Je crois que c'est le nœud gordien, si vous voulez, de toute révolution réelle. Et là aussi, le combat qu'a mené la laïcité, elle l'a très bien perçu, elle a très bien, compris. Ça se passe au niveau de l'éducation. Tous les grands débats maintenant, c'est autour de l'école, et ça continue, l'école publique, l'école privée, est-ce que l'Église a le droit de... Nous aussi, dans le monde musulman, nous voulons d'abord commencer par une révolution dans les mentalités. Nous y travaillons, madame. Nous y travaillons, et sérieusement. Vous avez dit que vous n'avez rien à proposer, mais qu'en revanche, vous vous opposiez. Alors sur le plan gouvernemental qui touche à la révision du statut de la femme, il y a deux choses au moins qui sont claires. C'est le remplacement de la répudiation par le divorce judiciaire et la hausse de l'âge légal du mariage des jeunes femmes. Sur ces deux points, ma question est très simple. Êtes-vous pour ou contre ? Et si vous êtes contre, expliquez-moi en quoi c'est un progrès pour les femmes. Merci. Contre les deux points, monsieur ? Oui. L'âge du mariage et... Oui. C'est moi la première au Maroc qui ai osé déclarer que le code du statut personnel n'était pas sacré. Ni la gauche, ni l'extrême gauche, ni les féministes n'ont osé le dire. Parce qu'il y a une grosse chape de plomb, si vous voulez, qui est entretenue par le marzen, par le despotisme, et qui veut que le fait que notre jurisprudence soit sclérosée à tout jamais. Pourquoi ? Parce qu'elle a intérêt à le faire. Elle a intérêt à prendre ce bouclier de la jurisprudence arrêtée, si vous voulez, de la jurisprudence sclérosée. Pourquoi ? Parce que si on commence à remettre en question le statut de la femme, demain, on pourrait peut-être remettre aussi en question le despotisme, la légitimité du pouvoir. Et ça, c'est pas dans leur intérêt. Et je crois qu'ils bloquent la situation tout en jouant au moderne, en jouant aux gens qui veulent promouvoir l'intégration de la femme dans le développement, etc. Alors, j'ai bonne conscience, parce que justement, j'ai dit que le code du statut personnel n'était pas sacré, et je suis pour le changement. Mais pour un changement qui n'est pas en fait... si vous voulez, issu d'un compromis entre l'autocratie, le despotisme sous lequel nous vivons, avec une modernité internationale négociée. Et en fait, c'est pour faire... moi, j'estime que les gens qui se sont occupés de ce plan d'intégration sont des gens qui sont complètement coupés de la réalité marocaine. Parce que cette question d'âge... Moi, j'ai 4 filles
qui sont jeunes, et je n'aimerais pas du tout voir ma fille mariée à 14 ans ou à 15 ans. C'est sûr. J'estime qu'une fille a le droit d'aller jusqu'au bout de ses études et que le mariage est un sérieux handicap devant cette progression, si vous voulez, devant une carrière ou enfin bien menée. Vous comprendrez ce que je veux dire. J'y arriverai. Et donc, mais de là à prendre ma réalité à moi pour la réalité de tous les Marocains, je trouve quand même que c'est aller trop loin. Moi, je n'aime pas dire je suis contre, je suis pour, parce que notre réalité est toujours très complexe et très nuancée. Moi, je dirais que pour l'âge du mariage, je proposerais plutôt une sorte de comité ad hoc où il y aurait différentes parties, dont les parents de la fille, dont la fille, et dont, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas exactement comment ça se passe aux États-Unis, mais je pense qu'il y a des comités juridictionnels, quelque chose comme ça, où il y a des assistantes sociales, pas peut-être pour le mariage, mais pour régler d'autres. Vous m'arrêterez si je suis en train de dire des bêtises. Bah alors si ça n'existe pas aux États-Unis, il faudra l'inventer, c'est tout. Là. Oui, oui. D'accord, mais je finis tout de suite. Vous vouliez que votre enfant puisse ne pas être obligé de se marier avant 18 ans, mais que pour les autres, ça n'avait pas beaucoup d'importance. En tout cas, il ne fallait pas qu'il y ait la protection de la loi. C'est bien ça que j'ai compris? Non, il faut qu'il y ait une protection de la loi, mais pas de la loi dans le sens jacobin du terme. Dans quel sens alors? Une loi qui est malléable, qui est... Ah, une loi, c'est pas malléable, madame. Une loi, ça s'impose à tous. Monsieur, il faudra l'inventer, cette loi malléable. Sinon, oui. Alors, sur le deuxième point... Je suis peut-être une rêveuse, mais il faudra... Êtes-vous favorable au maintien de la répudiation ou de sa substitution par un divorce judiciaire? Je vais vous dire une chose. Pour moi, la loi islamique, cette répudiation faite à la marocaine, ça ne répond pas du tout à l'image que j'en ai. La répudiation, d'abord, l'islam en tant que tel est un système contractuel. La société islamique est contractuelle par essence. Et le mariage, avant les écoles jurisprudentielles, notamment avant l'imam Malik, qui avait ses raisons de nous avoir donné cette jurisprudence un peu, en ce temps-là, peut-être que c'était nécessaire, mais on doit le respect à nos prédécesseurs, ça fait partie de notre foi. Mais disons que dans la loi islamique originelle, qui est celle du prophète, le mariage, c'est une négociation, c'est un contrat civil. C'est un contrat civil. Et je veux vous étonner, parce que vous ne savez pas ça du monde musulman, parce qu'il faut piocher pour découvrir ça, et parce que je milite pour que cette idée reprenne le dessus et qu'on connaisse bien l'islam. La polygamie, la femme a le droit de choisir aussi. Pas seulement la répudiation. La répudiation doit se passer dans un contexte de société de confiance où la femme n'est pas un objet qu'on jette à la rue. Et oui, c'est le cas, mais monsieur, c'est pas l'islam qui est pratiqué. Nous luttons contre les traditions, justement. C'est la tradition patriarcale que nous avons héritée de notre monde arabe, qui est l'un des plus machistes qui soit dans l'histoire de l'humanité. Et le prophète a essayé de casser tout ça. Le despotisme, je récapitule en fait, parce qu'il faut se comprendre, il faut approfondir le débat. Et le prophète a essayé de promouvoir cette société de confiance, et blanc, il y a eu Muawiyah qui disait « Je suis le dernier calife et le premier des rois », et il a tué cette expérience dans l'œuf. Plus question de liberté, on est vite retourné au système patriarcal machiste comme on ne peut pas plus, parce que vous savez, les Arabes, je crois que c'est le seul peuple qui, à force de réifier la femme, trouvait qu'il avait le droit de l'enterrer vivante. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait loi, c'est quelque chose de terrible dans la société dans la société arabe. Et le prophète a annulé tout ça, il a dit que c'était monstrueux, mais quand Muawiyah est monté au pouvoir, ça ne leur convenait plus, l'histoire de ces femmes partenaires dans une société de liberté. Notre société
depuis Muawiyah n'est plus une société de liberté. Alors je reviens avec précision dans la question de monsieur. Je disais que même pour la polygamie, et c'est l'une des écoles jurisprudentielles les plus rigides qui le dit, ils le reconnaissent maintenant encore, même si ce n'est pas pratiqué en Arabie Saoudite, la femme a le droit de dire dans son contrat de mariage, je n'accepte pas la polygamie. Donc c'est une négociation. Et finalement, cette polygamie, il faut pas... Pardon, oui. Bon, moi je voudrais poser une question sur la visite des chefs d'entreprise israéliens aujourd'hui. Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez un mouvement qui était un mouvement, si j'ai bien compris, de tolérance, de communication, un mouvement vers l'ouverture, un mouvement social. Or, si j'ai bien compris, vous êtes contre cette visite aujourd'hui. Nous ne sommes pas le PJD. Non, j'ai bien pris soin tout à l'heure de dire que c'était à l'initiative du PJD, c'est-à-dire notre mouvance islamiste, celle qui appartient enfin pas au gouvernement, mais à la majorité parlementaire qui soutient le gouvernement. Donc l'association Justice et Spiritualité donc n'a pas appelé à cette manifestation. C'est l'autre. Excusez-moi. Ceci dit, moi j'ai une réponse carrée. Non, mais même pour eux, je voudrais une petite précision. Mais même pour eux, il faut pas faire des amalgames qui seraient fâcheux. Moi, j'estime que s'ils font ce genre de manifestation, c'est pas en fait par principe, c'est beaucoup plus parce qu'ils sont rentrés dans un petit jeu politique où il faut prendre de temps en temps des initiatives et on le fait un peu en pilotant à vue. Ils sont rentrés, et c'est pour ça que nous ne voulons pas rentrer dans ce jeu politique officiel. Parce que quand on rentre dans le Parlement, il faut bien défendre des causes. Et il faut jouer la carte du populisme. Et je pense qu'ils sont en train de le faire. Oui. Il est certain qu'ils sont contre la venue des chefs d'entreprise israéliens. C'est une position politique qui peut se justifier. Il y a des positions de l'État d'Israël qu'ils n'acceptent pas. On peut être contre. Par contre, moi je vous poserai la question, dans Mémorandum acquis de droit, il y a des accents d'antisémitisme dont vous avez reçu Christine Dor-Serfati en lui promettant que vous allez changer. Alors je voulais savoir, où en êtes-vous? Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a deux façons d'appréhender cette histoire d'antisémitisme. D'abord, moi, je trouve qu'il y a un paradoxe parce que nous sommes des sémites. J'aime pas beaucoup cette on ne peut pas être antisémite et arabe. Oui, oui. Mais je vais vous dire une chose. Quand on parle des juifs, de la question juive, en tant que musulmans, moi personnellement, et beaucoup de musulmans, le font avec, une conscience légère. C'est une question de conscience. Parce que nous n'avons pas sur la conscience l'expérience nazie. C'est pas nous qui avons érigé les camps de Dachau ou d'Auschwitz. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Si je prononce mal, dites-le moi. Et en fait, quand je parle personnellement du juif, je le fais d'abord comme une musulmane qui est née dans le Mellah. Je suis née dans le quartier juif à Casablanca. Et pour moi, le juif, ça a toujours été une question de bon voisinage. Ce sont de bons voisins. On se fâche avec ses voisins. On a des problèmes avec ses voisins. Mais il n'a jamais été question dans le monde musulman de haine raciale. Et je vous assure que ce n'est pas de la démagogie que je fais. Je vais vous le prouver tout de suite. Il y a un livre qui ne circule pas facilement dans le monde musulman parce que c'est une vision critique de notre histoire. Il y a un livre écrit par Zayd ibn Ali al-Wazir, c'est un chiite yéménite, et qui parle de la constitution de Médine. Première constitution, je crois, dans toute l'histoire de l'humanité. Je ne parle pas du code d'Hammurabi. En fait, c'est un code qui n'a rien à voir avec le constitutionnalisme. Mais avec le prophète, c'était une constitution où il s'agissait d'une certaine laïcité parce que il y a eu un découplage entre l'appartenance religieuse et l'appartenance sociale. Et les juifs de Médine ont été inclus dans cette société comme étant des citoyens à part égale avec les musulmans
les grands compagnons du prophète, et il y a une constitution qui réglait, avec sagesse cette différence dans la religion. Nous avons dans le Coran ce qu'on appelle Al-Kitab. Al-Kitab, c'est une notion sacrée chez nous. Après, on a joué sur les termes, on a dit, mais regardez, ils les appellent des dhimmis parce qu'ils payent une... Mais c'est pas vrai. Dans l'histoire, c'est une question de... c'est parce que le prophète a respecté la liberté de conscience des Juifs qu'il ne voulait pas les obliger à faire le djihad avec lui, à défendre la société à laquelle ils appartenaient. Et ils avaient le choix. Soit ils voulaient lutter dans les rangs de l'État musulman, et si ça leur plaisait pas, étant donné que leur confession n'avait rien à voir avec les convictions des musulmans, alors ils devaient payer un impôt pour que l'armée, c'est en fait au lieu d'aller lutter. Et donc, monsieur, quand on parle du juif, c'est avec toute cette histoire derrière nous. C'est une histoire de tolérance, c'est une histoire de protection. Nous avons toujours protégé les minorités. Nous n'avons jamais massacré dans l'histoire des musulmans. Et s'il y a eu des massacres, soyez sûrs que c'était dû à un despotisme qui ne faisait pas la différence entre juifs et musulmans. Ils ont massacré tout le monde. Oui. Et je vous assure qu'il y a un livre qui est très édifiant sur, c'est pas moi qui le dis, c'est pas un musulman, c'est pas un chiite, c'est un juif qui l'a écrit, c'est un juif marocain, et qui s'appelle 2000 ans de vie juive au Maroc, et qui est écrit par Haïm Zafrani. Alors Zafrani c'est un livre qui dit combien les juifs se sentaient bien en terre musulmane. Donc, quand on parle, on a la conscience, on n'a pas les mains souillées par cette histoire de nazisme, et on le fait avec... on est serein. On est serein. Maintenant, antisionistes, oui, nous sommes antisionistes. C'est une question politique, ça n'a rien à voir avec la religion. Oui, on a le droit quand même de défendre les Palestiniens, on a le droit de dire, comme on défendrait n'importe quelle terre, n'importe quel peuple auquel on a spolié ses terres, on a jeté à c'est horrible ce qui se passe en Israël. C'est pas parce que c'est des juifs, c'est parce que c'est d'affreux despotes qui essayent oui, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et oui, excusez-moi pour le mémorandum. Pardon? Bon, on va passer à la question suivante. Je crois que... Attendez. Oui, juste un petit petite point, précision, monsieur, d'accord. une petite précision. Je voulais dire que dans le mémorandum, mon père a parlé de la judéocratie dans le sens où l'histoire objective du Maroc a fait que les Juifs, étant donné que c'était une minorité au Maroc, les tribus, c'était des tribus avant, après c'était des clans, maintenant c'est des lobbies, il y a la modernité qui joue, ont toujours été un soutien, mais extraordinaire pour le Makhzen. Sauf Serfati, oui, mais... oui. Oui, Serfati, mais il est en train d'être makhzenisé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... comment? Peut-être bien, monsieur, mais oui, explique. Mais écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est Haïm Zafrani. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est objectif, c'est normal, on ne leur en veut pas pour la simple raison que, à un moment, avant l'État, bon, je dirais, on n'a pas d'État moderne, mais disons l'État au vernis, avec le petit vernis moderne du Makhzen actuel, avant, c'était un système de Siba et de Makhzen. Il y avait les terres de Siba, c'est-à-dire la révolte, la dissidence, si vous voulez. Et quand il y avait ces périodes de dissidence qui étaient récurrentes dans l'histoire du Maroc, les Juifs étaient menacés. Pas parce qu'ils étaient Juifs, parce qu'il y avait des razzias entre les tribus. Quand c'était une tribu qui était plus grande qu'une autre, et ben on allait... et les Juifs en général formaient des tribus qui étaient minoritaires dans un bled ou dans une contrée. Et donc ils étaient obligés de se rapprocher du pouvoir. Je ne dis pas que c'est des affreux, des personnes affreuses... Et moi je les comprends, c'était un choix politique qu'ils ont fait. Bon, maintenant aussi, nous avons nos choix politiques. Et si nous parlons de judéocratie, nous savons de quoi nous parlons. Voilà. Bon, le débat est Oui. véhément, il faut néanmoins qu'il soit organisé, donc c'est madame qui va poser la parole.
J'aurais beaucoup de questions à vous poser, mais je vais essayer de simplifier. Non, parce que non, ça sera 3 très bêtes. La première, votre association est financée par qui et qui la soutient? Parce que vous avez quand même besoin d'argent, même pour faire vos actions qui sont modestes. La deuxième, c'est de savoir comment vous pouvez être contre le plan d'alphabétisation. Vous avez dit c'est une mystification puisqu'il ne s'agit pas de déchiffrer, mais par exemple d'envoyer les femmes à l'université. Et moi, naïvement, je ne conçois pas comment on peut aller à l'université sans être d'abord alphabétisé. C'est vraiment le premier stade. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre comment vous pouvez être contre ce plan. Et la troisième question, j'aurais voulu avoir une définition de la différence entre musulmans et islamistes. Parce que pour moi, qui ne suis pas formée à ces notions, je ne la comprends pas. Alors pour le financement, vous me rappelez un peu les... Oui. Alors le financement. Oui, alors il y a 3 points essentiels. Et c'est en fait quand un militant nous rejoint dans notre association, il y a un contrat d'adhésion qui comprend 3 points essentiels. Par définition, il adhère à ces 3 points, les 3 principes. Le premier principe, c'est la non-violence. Le deuxième principe, la non-clandestinité. Si nous avons été poussés dans une semi-clandestinité, ce n'est pas notre choix personnel. C'est l'État qui nous a acculés à cette semi-clandestinité parce que nous pensons très fort que la vraie action, une action qui est crédible, une action qui porte ses fruits, c'est une action qui se fait au grand jour. Tout ce qui se trame dans l'ombre ça peut porter à confusion et on peut en dire tout ce qu'on veut, on ne pourra pas se défendre. Nous sommes pour la transparence totale. Nous avons été acculés à la semi-clandestinité. C'est semi parce que nous luttons pour que ça ne devienne pas une clandestinité et nous luttons en payant le prix fort. Nous allons en prison, mais nous sommes là, nous sommes visibles et nous ne comptons pas rester dans l'ombre. Troisième point, et c'est essentiel, le non-contact est essentiellement un contact matériel avec l'étranger, avec l'extérieur. Et c'est pour plusieurs raisons qu'on a choisi ce non-contact. D'abord, ça nous garantit une liberté de pensée. Et je vous assure, et c'est vrai que on nous perçoit, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, comme un mouvement politique alors que nous sommes un mouvement de renouveau de la pensée. Mon père est quelqu'un qui est en train de bousculer ces écoles jurisprudentielles qui ont duré pendant 14 siècles. Nous avons beaucoup d'ennemis parmi les wahhabites, nous avons beaucoup d'ennemis dans toutes les écoles jurisprudentielles. Nous sommes considérés comme des... presque, je dirais, chez certains, pas tous, comme des hérétiques parce que nous sommes en train de dire l'ijtihad, la porte de l'ijtihad. Qu'est-ce que c'est l'ijtihad? En fait, c'est l'effort continu d'adapter le texte sacré au contexte actuel. C'est pas possible de marcher au XXIe siècle, nous sommes à l'orée du XXIe siècle, avec une jurisprudence qui a été faite au IVe ou au Ve siècle. Ça va à l'encontre de l'esprit même de la loi islamique, de ce que le prophète nous a enseigné. Bon, je reviens à votre question. Je disais donc, ça nous garantit une liberté de pensée. Personne n'a à nous dicter nos convictions, nos principes, et notamment, et surtout pas le wahhabisme saoudien, parce que j'estime que c'est ce réductionnisme a mis à l'image de l'islam d'une façon incroyable, inimaginable. Je crois que ça a porté le coup de grâce à l'image déjà noircie de l'islam par différentes actions terroristes. Ils ont été acculés à ça, et puis la médiatisation qui se prête au petit jeu, etc. Et donc, ça nous garantit cette indépendance idéologique, je dirais, je sais que c'est péjoratif, mais pour qu'on se comprenne. Puis, ça nous garantit aussi une action, politique qui ne rejette pas totalement la Constitution. Nous sommes des gens qui ne voulons pas créer une rupture totale avec les institutions de notre pays, pensant que il faut une